Imaginez vous réveiller dans une ville où le destin de millions de personnes dépend du murmure de ses rues. Où les empereurs gouvernent depuis des palais de marbre, et où les mendiants dorment à l'ombre du Colisée. Bienvenue à Rome. Pendant plus de 200 ans, entre 27 avenue Jésus-Christ et 180 après Jésus-Christ, la Rome antique vécut sa période la plus glorieuse. Une époque de stabilité, d'expansion et de splendeur connue sous le nom de Pax Romana. L'Empire semblait invincible. Les guerres s'apaisaient. L'architecture fleurissait. La civilisation atteignait des sommets étonnants. Mais, à quoi ressemblait vraiment la vie dans cette Rome? Que ressentait-on en marchant dans ces rues bondées? Sentir ces marchés, dormir dans une insula, se baigner avec des inconnus, voir mourir un gladiateur pour se divertir? Ceci n'est pas un documentaire. C'est un voyage au cœur palpitant du plus puissant empire de l'Antiquité. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'était que de vivre dans la Rome antique pendant son âge d'or. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez si vous y auriez survécu. Rome n'était pas seulement une ville. C'était un organisme vivant. Elle respirait, rugissait, bouillonnait. Au début de l'Empire, elle était déjà immense. Mais sous le règne d'Auguste, sa population atteignit des chiffres colossaux, plus de 800 000 âmes. Et au 8 siècles après Jésus-Christ, sous Léon Tonin, on estime que plus d'1 million de personnes vivaient entassées entre colonnes, temples, fumées et briques. Rome était un aimant pour les commerçants, artisans, soldats à la retraite, prostituées, bureaucrates, pèlerins et esclaves venus de tout l'Empire. Des côtes d'Afrique jusqu'aux îles de la mer Égée. D'Hispanie jusqu'en Syrie. Dans chaque rue, on parlait 1000 langues. Et tous les dieux avaient un hôtel. Les places sentaient le vin, la sueur et le pain chaud. Les cris des marchands rivalisaient avec les chants des poètes. Et le bruit des chars sur la pierre usée donnait le rythme de la ville. Rome était un mélange de noblesse et de crasse, de gloire et de maladie, de marbre blanc et d'égouts à ciel ouvert. Elle était majestueuse, oui. Mais aussi brutale. Chaotique. Insupportable. Et pourtant, personne ne voulait être hors de Rome. Car être à l'intérieur, c'était sentir qu'on faisait partie du cœur du monde. À Rome, votre maison ne disait pas seulement qui vous étiez. Mais aussi combien valait votre vie. La majorité vivait dans des insulailles, d'immenses immeubles de plusieurs étages faits de bois, de plâtre et de briques bon marché. Ils se dressaient comme des ruches humaines, instables, sales, dangereux. Une bougie mal éteinte ou une cuisine surchauffée, et tout brûlait en quelques secondes. Des milliers de familles partageaient des murs fins, des escaliers branlants, sans eau courante ni toilettes privées. La promiscuité était la norme. Les pauvres dormaient entassés, parmi les cris, l'humidité et les parasites. Les maladies se propageaient vite. Et quand les incendies éclataient, il n'y avait nulle part où fuir. Mais à quelques rues de là. Les plus riches vivaient dans des domus, maisons unifamiliales avec atriums ouverts, mosaïques au sol, fontaines décoratives et jardins intérieurs. C'étaient des palais miniatures. Là, le silence était un luxe. Les repas étaient servis par des esclaves. Les murs ornés de fresques. Et les bains, privés. Plus un citoyen était important, plus sa domus était profonde et cachée. Loin du tumulte, protégé par des murs, des colonnes et des cours ombragés. Rome était une ville où le marbre et la misère coexistaient. Où les fenêtres des riches ne donnaient pas sur les rues. Car regarder en bas, c'était se rappeler que l'Empire avait aussi des sous-sols. À Rome, se baigner n'était pas une routine. C'était une cérémonie. Un mélange d'hygiène, de prestige, de détente et de pouvoir. Les bains publics, les fameuses thermes, étaient le cœur social de la ville. On y rencontrait aussi bien des esclaves que des sénateurs. Tous à moitié nus, transpirants, se frottant avec des huiles et des grattoirs en bronze appelés strigiles. Les thermes étaient d'immenses complexes avec des salles froides, frigidarium, tièdes, tépidarium, et chaudes, caldarium. Il y avait des piscines, des saunas, des gymnases, des jardins, des bibliothèques, et même des lieux pour manger ou conclure des affaires. Se baigner était public. Le corps était politique. Et la nudité, partie du protocole. Tandis que les riches étaient assistés par leurs serviteurs, les pauvres s'enduisaient d'huile et se grattaient mutuellement. Ce n'était pas élégant, mais c'était communautaire. Et gratuit ou presque, car l'État finançait de nombreuses thermes comme symbole de générosité impériale. Mais il existait un autre liquide encore plus précieux. L'urine.
Les Romains avaient découvert que l'ammoniac qu'elle contenait servait à laver le linge, désinfecter les ustensiles et blanchir les tissus. Les ouvriers des blanchisseries, appelés fulonicae, piétinaient les draps tachés, immergés dans des cuves d'urine fermentée. La pratique était si utile que l'empereur Vespasien imposa une taxe spéciale sur l'urine collectée dans les urinoirs publics. Son fils Titus en fut horrifié. Imaginez vous réveiller dans une ville où le destin de millions de personnes dépend du murmure de ses rues. Où les empereurs gouvernent depuis des palais de marbre, et où les mendiants dorment à l'ombre du Colisée. Bienvenue à Rome. Pendant plus de 200 ans, entre 27 avenue Jésus-Christ et 180 après. Jésus-Christ, la Rome antique vécut sa période la plus glorieuse. Une époque de stabilité, d'expansion et de splendeur connue sous le nom de Pax Romana. L'Empire semblait invincible. Les guerres s'apaisaient. L'architecture fleurissait. La civilisation atteignait des sommets étonnants. Mais, à quoi ressemblait vraiment la vie dans cette Rome? Que ressentait-on en marchant dans ces rues bondées? Sentir ses marchés, dormir dans une insula, se baigner avec des inconnus, voir mourir un gladiateur pour se divertir? Ceci n'est pas un documentaire. C'est un voyage au cœur palpitant du plus puissant empire de l'Antiquité. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'était que de vivre dans la Rome antique pendant son âge d'or. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez si vous y auriez survécu. Rome n'était pas seulement une ville. C'était un organisme vivant. Elle respirait, rugissait, bouillonnait. Au début de l'Empire, elle était déjà immense. Mais sous le règne d'Auguste, sa population atteignit des chiffres colossaux, plus de 800 000 âmes. Et au 8 siècles après Jésus-Christ, sous Léon Tonin, on estime que plus d'1 million de personnes vivaient entassées entre colonnes, temples, fumées et briques. Rome était un aimant pour les commerçants, artisans, soldats à la retraite, prostituées, bureaucrates, pèlerins et esclaves venus de tout l'Empire. Des côtes d'Afrique jusqu'aux îles de la mer Égée. D'Hispanie jusqu'en Syrie. Dans chaque rue, on parlait 1000 langues. Et tous les dieux avaient un hôtel. Les places sentaient le vin, la sueur et le pain chaud. Les cris des marchands rivalisaient avec les chants des poètes. Et le bruit des chars sur la pierre usée donnait le rythme de la ville. Rome était un mélange de noblesse et de crasse, de gloire et de maladie, de marbre blanc et d'égouts à ciel ouvert. Elle était majestueuse, oui. Mais aussi brutale. Chaotique. Insupportable. Et pourtant, personne ne voulait être hors de Rome. Car être à l'intérieur, c'était sentir qu'on faisait partie du cœur du monde. À Rome, votre maison ne disait pas seulement qui vous étiez. Mais aussi combien valait votre vie. La majorité vivait dans des insulailles, d'immenses immeubles de plusieurs étages faits de bois, de plâtre et de briques bon marché. Ils se dressaient comme des ruches humaines, instables, sales, dangereux. Une bougie mal éteinte ou une cuisine surchauffée, et tout brûlait en quelques secondes. Des milliers de familles partageaient des murs fins, des escaliers branlants, sans eau courante ni toilettes privées. La promiscuité était la norme. Les pauvres dormaient entassés, parmi les cris, l'humidité et les parasites. Les maladies se propageaient vite. Et quand les incendies éclataient, il n'y avait nulle part où fuir. Mais à quelques rues de là. Les plus riches vivaient dans des domus, maisons unifamiliales avec atriums ouverts, mosaïques au sol, fontaines décoratives et jardins intérieurs. C'étaient des palais miniatures. Là, le silence était un luxe. Les repas étaient servis par des esclaves. Les murs ornés de fresques. Et les bains, privés. Plus un citoyen était important, plus sa domus était profonde et cachée. Loin du tumulte, protégé par des murs, des colonnes et des cours ombragés. Rome était une ville où le marbre et la misère coexistaient. Où les fenêtres des riches ne donnaient pas sur les rues. Car regarder en bas, c'était se rappeler que l'Empire avait aussi des sous-sols. À Rome, se baigner n'était pas une routine. C'était une cérémonie. Un mélange d'hygiène, de prestige, de détente et de pouvoir. Les bains publics, les fameuses thermes, étaient le cœur social de la ville. On y rencontrait aussi bien des esclaves que des sénateurs. Tous à moitié nus, transpirants, se frottant avec des huiles et des grattoirs en bronze appelés strigiles. Les thermes étaient d'immenses complexes avec des salles froides, frigidarium, tièdes, tépidarium, et chaudes, caldarium. Il y avait des piscines, des saunas, des gymnases, des jardins, des bibliothèques, et même des lieux pour manger ou conclure des affaires. Se baigner était public. Le corps était politique. Et la nudité, partie du protocole.
Tandis que les riches étaient assistés par leurs serviteurs, les pauvres s'enduisaient d'huile et se grattaient mutuellement. Ce n'était pas élégant, mais c'était communautaire. Et gratuit ou presque, car l'État finançait de nombreux termes comme symbole de générosité impériale. Mais il existait un autre liquide encore plus précieux. L'urine. Les Romains avaient découvert que l'ammoniaque qu'elle contenait servait à laver le linge, désinfecter les ustensiles et blanchir les tissus. Les ouvriers des blanchisseries, appelés fulonicailles, piétinaient les draps tachés, immergés dans des cuves d'urine fermentée. La pratique était si utile que l'empereur Vespasien imposa une taxe spéciale sur l'urine collectée dans les urinoirs publics. Son fils Titus en fut horrifié. Quelques-unes échappaient au moule. Les prêtresses vestales, par exemple, consacraient leur vie au culte de Vesta, la déesse du feu sacré. Choisies dès leur enfance, elles vivaient 30 ans dans la chasteté. Respectées, craintes, mais isolées. Pourtant, de nombreuses femmes trouvèrent des moyens d'exercer une influence. Dans l'ombre, elles géraient des fortunes, organisaient des alliances familiales, élevaient des fils qui deviendraient consuls ou empereurs. Leur pouvoir était silencieux, mais réel. Dans une société bâtie par les hommes, certaines femmes surent tirer les ficelles entre les colonnes. Rome ne se contentait pas de conquérir des territoires. Elle élevait aussi des temples. Car chaque ville qu'elle dominait, devait adorer comme Rome. Les Romains étaient intensément religieux. Leur journée commençait par des offrandes. Leurs décisions étaient guidées par les augures. Et dans chaque foyer brûlait une flamme sacrée. Dans les maisons, les pénates et les lars, dieux du foyer et des ancêtres, recevaient du pain, du vin ou des fleurs. De petits autels domestiques maintenaient l'harmonie spirituelle de la famille. C'était le père qui dirigeait les rituels. La religion n'était pas un choix. C'était un devoir familial. Mais au-delà des murs de la maison, s'étendait une religiosité monumentale. Des temples de marbre, des colonnes imposantes, des fêtes publiques, des processions. Mars, Jupiter, Vénus, Minerve. Le panthéon romain n'expliquait pas seulement le monde. Il légitimait aussi le pouvoir. L'empereur n'était pas seulement un dirigeant. Il était un demi-dieu. Le culte impérial exigeait que les citoyens offrent de l'encens à son image, dans des temples construits en son honneur. Auguste, Trajan, Adrien, tous furent adorés. La foi était obéissance. Et nier le culte impérial, c'était trahir. Rome tolérait pourtant les religions étrangères tant qu'elles ne défiaient pas l'État. C'est pourquoi elle accepta les cultes égyptiens, syriens, perses. Mais le christianisme, avec son Dieu unique et son refus de vénérer l'empereur, alluma un conflit qui allait changer l'histoire. La religion romaine n'exigeait pas une dévotion absolue. Seulement le respect, et la fidélité à l'ordre établi. Ainsi, la spiritualité romaine était un équilibre entre le public et le privé, l'ancestral et le politique, le mystique et le fonctionnel. Rome ne bâtit pas seulement des empires de pierre. Elle bâtit aussi des empires de foi. À Rome, être citoyen était un privilège, mais pas nécessairement une voie. La citoyenneté romaine n'était pas un droit universel. C'était un statut. Une récompense pour la loyauté, un outil politique, une barrière sociale. Pendant des siècles, seuls ceux qui naissaient dans la ville de Rome pouvaient se dire citoyens. Mais à mesure que l'Empire grandissait, des milliers de personnes en Italie et dans les provinces se battaient pour obtenir ce titre. Être citoyen signifiait plus que voter. Cela signifiait ne pas être esclave. Cela signifiait avoir des droits légaux. Cela signifiait faire partie du corps de l'Empire. On pouvait voter, accéder à des fonctions publiques, se marier légalement et être jugé selon les lois romaines. Mais tous les citoyens n'étaient pas égaux. Les patriciens, la noblesse, dominaient le Sénat et les hautes charges. Les plébéiens pouvaient élire des représentants, oui, mais leur influence était minime. Le Sénat était puissant, mais non représentatif. Le peuple était nombreux, mais pas décisif. Avec le temps, des empereurs comme Tibère et Claude étendirent la citoyenneté aux alliés, aux soldats et aux peuples annexés. Non par générosité, mais par stratégie, accroître la loyauté envers l'Empire. Le recensement, tous les 5 ans, était le mécanisme pour confirmer ce statut. Les citoyens devaient s'inscrire, déclarer leurs biens, leurs enfants, leurs titres. Celui qui ne le faisait pas, perdait sa place. La citoyenneté romaine était une marque d'appartenance, mais aussi de contrôle. Et pourtant, des millions de personnes vivaient hors de ce système, esclaves, femmes, étrangers. Ce n'est qu'au IIIe siècle, avec Caracalla, que la citoyenneté fut accordée à tous les hommes libres de l'Empire.
Mais déjà, le pouvoir réel était loin des urnes. À Rome, le peuple avait une voix, mais l'Empire criait plus fort. À Rome, l'empereur gouvernait l'Empire. Mais à la maison, c'était le pater familia qui commandait. La famille romaine n'était pas seulement une unité sociale. C'était une institution politique et religieuse. Et en son centre se trouvait le père. Le pater familia. Il ne dirigeait pas seulement les affaires et n'administrait pas seulement les biens. Il était aussi le prêtre du foyer, le juge de ses enfants, l'éducateur, et, s'il le désirait, le bourreau. Légalement, il détenait le pouvoir de vie ou de mort sur son épouse, ses enfants et ses esclaves. Il pouvait répudier sa femme pour des raisons économiques ou morales. Il pouvait vendre ses enfants comme serviteurs en cas de dette. Il pouvait même ordonner leur exécution s'il estimait qu'ils avaient déshonoré la famille. Une figure mêlant respect, crainte et dévotion. Lorsqu'une fille se mariait, le pouvoir sur elle passait du père à l'époux. Et si un homme n'avait pas d'héritier mâle, il pouvait en adopter un neveu, un jeune prometteur, ou même un adulte. Le sang importait moins que la continuité de la lignée. Mais le pater familia n'exerçait pas seulement l'autorité. Il était aussi responsable de la préservation des traditions. Il dirigeait les rituels dédiés au lard et au pénate, entretenait l'autel domestique et guidait spirituellement la famille. Chaque repas, chaque décision, chaque célébration, portait un geste religieux. Car à Rome, la piété commençait à la maison. Avec le temps, certains de ses pouvoirs s'atténuèrent. Mais le principe demeura, la maison romaine n'était pas une démocratie. C'était une république en miniature, où la volonté du père faisait loi. Dans l'empire le plus puissant du monde, la véritable autorité commençait, à la table familiale. Rome ne dura pas 1000 ans grâce à son armée, mais grâce à sa manière de vivre, et de rêver. Entre 27 avenue Jésus-Christ et 180 après Jésus-Christ, Rome connut son apogée. La Pax Romana apporta la paix à un empire aux multiples langues, croyances et paysages. On construisit des aqueducs, des cirques, des temples, des routes, encore debout aujourd'hui. On écrivit des textes qui continuent à nous inspirer. C'était une civilisation de marbre et de sang, de philosophie et d'épée. À cette époque naquirent des monuments comme le Colisée, le Forum de Trajan, le mur d'Adrien. Des lois furent instaurées qui deviendraient la base du droit occidental. Et une culture capable d'intégrer le grec, l'égyptien, le gaulois, l'africain, dans une même identité romaine se consolida. C'était une Rome universelle, ambitieuse, presque divine. Mais cette grandeur avait un prix. L'opulence nourrissait l'excès. La paix cachait des tensions. La ville grandissait au-delà de ce qu'elle pouvait soutenir. Et les élites oubliaient leurs devoirs, tandis que le peuple se contentait de pain et de jeux. Pourtant, Rome laissa un héritage incomparable. Son architecture, sa langue, son organisation, ses idées sur la citoyenneté, la famille et le pouvoir. Vivent encore dans nos villes, nos gouvernements, nos coutumes. Car Rome n'était pas seulement une ville. C'était une manière de comprendre le monde. C'était une promesse d'éternité. Et bien qu'elle soit tombée, ce fut lentement. Et ce qu'elle laissa derrière elle, ne disparut jamais vraiment. Vivre à Rome à l'âge d'or, c'était faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose destiné non seulement à durer, mais à renaître, encore et encore, à chaque coin de l'histoire.